de Clémentine Brun, qui est père experte, et puis d'un jeune, donc Mehdi, qui est accompagné par le DIEM, mais qui a co-construit vraiment avec les coordonnateurs et puis avec les pairs experts, son projet personnalisé, et qui donc bénéficie, on va le dire comme ça, mais s'implique surtout sur le projet. Donc peut-être rapidement sur l'historique. Le projet des savoirs expérientiels qui a été développé en région, il s'appuie sur les constats généraux qu'on connaît tous. On a eu des évolutions sociétales et politiques sur la reconnaissance des droits individuels, donc la charte de l'ONU, loi 2002, loi 2005. On ne va pas refaire l'histoire. Et puis, pour le coup, l'intervention précédente a bien refait le point. Ces évolutions sociétales et politiques, elles se sont déclinées et elles sont venues impacter les pratiques professionnelles dans le médico-social, donc des pratiques professionnelles qui évoluent. On était sur du faire pour, on est maintenant sur du faire avec, et là, on se pose évidemment la question de reconnaître et d'utiliser les savoirs d'usage des personnes qui sont accompagnées. Le postulat sur le projet régional, donc des savoirs expérientiels et de l'utilisation de l'expertise d'usage des personnes qui sont accompagnées, c'est de dire que les connaissances et les savoirs des usagers sont complémentaires à la pratique des professionnels, et puis surtout, ils sont utiles à l'accompagnement et à la définition d'un accompagnement qui soit au plus proche des attentes et des besoins des personnes. La réflexion, elle s'est concrétisée, enfin elle a commencé, on va dire, autour de la notion de PCPE. À l'époque, avait été travaillé avec 4 directeurs de la région, le cahier des charges du PCPE et les notions de transformation de l'offre que venait impacter ce cahier des charges. Et ils avaient réfléchi à la volonté vraiment de donner la main aux usagers sur les prestations libérales qui étaient travaillées dans le cadre du PCPE pour répondre au plus près au projet des personnes. Une réponse à cet appel à projet PCPE qui avait été lancé par l'ARS donc en 2016 avait été réalisé donc par APF France Handicap, et dans cette réponse à l'appel à projet, l'expertise d'usage était vraiment inscrite dans le plateau technique proposé. Donc ça, c'est la réflexion autour des PCPE. Il y a aussi une réflexion autour des projets personnalisés qui s'est réalisée avec la volonté vraiment de se dire, on intègre des coordonnateurs de projets au sein des organigrammes pour vraiment mettre en place des PPI qui soient au plus près des attentes et des besoins, avec un constat quand même, c'est OK, on a des coordonnateurs de projets, mais la parole et puis la participation de l'usager, elle est encore potentiellement bridée malgré la présence de ces professionnels-là, et avec une volonté, c'est de faire des usagers les véritables partenaires de leur projet, avec l'idée non pas que c'est la personne qui est au centre, on va dire, de l'accompagnement, mais bien son projet, et avec l'idée de dire que l'usager, c'est un partenaire pour réaliser le projet au même titre que les professionnels. Évidemment, ça a posé plusieurs questions sur comment on fait pour libérer la parole, comment on fait pour libérer la participation des usagers. Le projet régional, il s'est aussi nourri de ce qui a pu être fait au Canada et de ce qui a pu être aussi développé au Canada, donc au niveau du CHU, du CHUM, on va dire CHU de Montréal. Il s'est nourri de l'étude sur la baisse du nombre de rejets de greffe lorsque la démarche est accompagnée par un pair expert, et sur le modèle de Montréal qui a été réalisé à partir de cette étude-là et qui modélise le savoir expérientiel. Donc on a pu être en contact avec le professeur Pommet, Marie-Pascale Pommet, qui est titulaire du département de gestion et d'évaluation et de politique de santé donc, à Montréal, et qui a modélisé en fait ce que je vous disais tout à l'heure. Le patient est membre de l'équipe, le patient est partenaire pour réaliser son projet, qui a abouti dans le cadre de notre projet régional sur les savoirs d'usage et les savoirs expérientiels à une convention notamment avec le Centre d'excellence du patient partenaire, mais on vous en reparlera un petit peu plus
tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a eu tous ces constats en main, une fois qu'on est allé se renseigner un petit peu à l'extérieur et qu'on a voulu développer le projet régional, il a bien fallu fixer l'objectif. Et donc, l'objectif, je disais, et c'est plutôt logique, c'était de s'appuyer sur les savoirs d'usage pour optimiser l'accompagnement des personnes. Et donc, c'était proposer aux usagers l'accompagnement d'un pair expert lors de la construction de leur projet personnalisé. Et le deuxième objectif, c'était selon les spécificités des structures engagées dans ce projet régional, on vous les présentera tout à l'heure, c'était s'appuyer sur la pair expertise pour développer des projets qui répondent à des besoins qui soient identifiés dans les structures et qui soient identifiés évidemment par les usagers, par exemple le répit. Sur le périmètre du projet régional, donc, les travaux ont débuté en 2021. Le projet a été formalisé avec la participation de 3 structures, donc le DIEM de Belfort, qui est là en force aujourd'hui, le CESAD de Besançon et le pôle 71 à Châlons et sur l'ensemble du département de Saône-et-Loire, donc qui réunit SAVS, SAMSA, CESAD. On a eu un financement de l'expérimentation donc sur 3 ans à partir de 2023, financement FIR, donc un soutien fort de l'ARS pour qu'on puisse mettre en place le projet régional, mais en fait le poursuivre parce qu'on n'avait pas attendu ce financement-là pour s'engager dans la démarche. Et on s'est également appuyé sur des réalisations d'études d'impact justement pour pouvoir poursuivre les différents projets. On a un accompagnement méthodologique, c'est ce que je vous le disais, avec Marie-Pascale Paumet, donc du CHU de Montréal. Et puis, au niveau régional, en tout cas, on a mis en place un copil de suivi de la démarche, puisqu'on est sur 3 structures qui n'avancent pas forcément au même rythme, qui ne rencontrent pas forcément les mêmes freins et qui n'ont pas non plus forcément les mêmes leviers. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette vision qui est multiple selon ces 3 structures, pour pouvoir comparer comment on fait concrètement sur le terrain et puis pour pouvoir évidemment accompagner la démarche, donc en micro mais en macro également. Ça, c'est le cadrage, on va dire, global, régional et très rapide. Et je vais passer la main là plutôt sur le terrain avec le retour d'expérience du DIEM 90 qui vont vous expliquer concrètement comment ça se passe pour eux, comment ils travaillent, et ce que ça implique aussi d'utiliser, on va dire, et de valoriser les savoirs expérientiels et les savoirs d'usage au quotidien. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui. Oui, très bien. Oui, très bien. Très bien. Donc nous, en novembre 2021, on a décidé de mettre les savoirs expérientiels des pairs experts au service de l'autodétermination des personnes qu'on accompagne en intégrant l'intervention des pairs experts dans le processus de co-construction des projets d'accompagnement pour les jeunes accompagnés de 15 à 25 ans. Voilà, on a fixé cette tranche d'âge là pour l'instant. Et on a établi 2 axes d'intervention des pairs experts. Tout d'abord, premier axe, le partage d'un retour d'expérience de vie, que ce soit un parcours scolaire, la vie professionnelle, la vie autonome en appartement ou les loisirs. Là, le but, c'est d'amener aux personnes qu'on accompagne un éclairage, des informations, une aide à la réflexion, un conseil, voire un soutien, même un espoir à la personne qui construit son projet de vie. Et le deuxième axe d'intervention, c'est l'aide à l'expression des attentes et des besoins dans le cadre de la préparation de la réunion de co-construction du projet personnalisé. Donc, le postulat de départ, c'est, voilà, on s'est dit qu'une personne en situation de handicap, d'âge plus ou moins équivalent, peut libérer la parole des personnes qu'on accompagne dans le but d'établir le bilan du travail que nous, on a effectué et de mieux exprimer leurs besoins, leurs attentes, en dehors de l'influence possible des professionnels, que cette influence soit consciente ou inconsciente. Donc, le but de ces 2 axes d'intervention des pairs experts, c'est le développement de l'autonomie individuelle, c'est le développement de l'autodétermination. Là, le postulat de départ. Alors, je vais vous parler du recrutement des pairs experts. Ce sont
tous des personnes, de jeunes adultes, personnes majeures, qui ne sont pas des professionnels du DIEM. Les pairs experts sont indépendants vis-à-vis du DIEM. Et on les a choisis sur la base de 2 critères, les savoirs issus de leur expérience de vie et aussi leur qualité, leur capacité personnelle. Alors, les expériences de vie, elles sont variées. Certains ont une activité professionnelle en milieu ordinaire, d'autres en milieu protégé, d'autres n'ont pas d'activité professionnelle. Certains ont un engagement militant, d'autres non, un engagement associatif. Certains ont une vie autonome en appartement, d'autres sont encore au domicile familial. Certains ont été accompagnés par notre structure, d'autres non. Et puis, il y a aussi une grande variété des diplômes scolaires et des formations professionnelles. Voilà, donc c'est vraiment des parcours de vie différents et parcours de vie qui sont porteurs d'expériences qui peuvent intéresser les personnes que nous, on accompagne dans le cadre de leur propre projet, de leur projet de vie. Et bon, pour autant, ce savoir-là, il ne suffit pas. Il faut, voilà, je le disais tout à l'heure, il faut aussi présenter certaines compétences, voilà, certaines capacités. Et pour identifier ces capacités, on a été aidé d'une grille de critères de recrutement qui a été établie par l'Université de Montréal, par Marie-Pascale Pommet, dont Lauriane parlait tout à l'heure. Alors voilà, je vous présente très brièvement là, les capacités, les compétences que nous recherchons. Il s'agit de pouvoir, pour les pairs experts, de pouvoir s'exprimer de manière claire et simple, d'avoir une attitude constructive, dynamique, tournée vers le projet, vers l'avenir, posséder la capacité de mettre à distance sa propre expérience de vie avec le handicap. Voilà. Pouvoir généraliser son expérience à d'autres contextes que le sien, être animé par la volonté d'aider, de contribuer à un objectif établi pour autrui, faire preuve de patience, respecter le rythme de l'autre, le rythme de la personne avec qui on s'entretient, posséder des habiletés relationnelles, capacité d'écoute, capacité d'empathie, de dialogue, et puis ne pas porter de jugement sur la personne rencontrée, sur la personne accompagnée. Alors, on a mesuré alors, chez nous, c'est les coordinateurs, c'est nous qui avons, avec notre directrice, c'est nous qui avons mis en place cette expérience. On a travaillé en mode laboratoire. Donc, on a mesuré la présence des capacités, des compétences chez les pairs experts lors d'entretien. Voilà, on leur a demandé là s'ils se reconnaissaient déjà dans les qualités requises, dans les qualités demandées. On les a mis un peu en situation, voilà, tout simplement. En posant des questions, on leur a demandé quels étaient leurs points forts, quelles étaient leurs limites. Et puis, voilà, tout a été présenté, le projet, les qualités aux pairs experts que nous avions ciblés. Ils ont tous répondu oui à l'appel et aujourd'hui, ils travaillent à nos côtés. Mais voilà, une fois qu'on a identifié les pairs experts qui se sont reconnus dans les qualités, qu'on les a recrutés, il y a une démarche qui va officialiser le recrutement. C'est les chartes d'engagement. Je passe la parole à ma collègue. Bonjour à tous. Par rapport aux chartes d'engagement, l'idée était de pouvoir préserver ce que le pair expert et la personne accompagnée puissent échanger, garder cette confidentialité des informations échangées. Donc on a juste simplement créé 2 chartes d'engagement qui sont signées par les 2 parties pour ce qui est en tout cas des outils qu'on utilise dans le cadre de cette expérience des pairs experts. Pour expliquer un petit peu la démarche qu'on met en place dans la co-construction des projets, on va juste vous expliquer un petit peu nous comment on s'organise dans la construction de nos projets personnalisés. Le pair expert rencontre la personne accompagnée en amont de la réunion de projet. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, l'équipe de professionnels se rencontre afin de réaliser et faire des propositions et des objectifs à la personne accompagnée. Et la troisième étape est la réunion de projet. Alors, à la réunion de projet, bien sûr qu'il y a la personne accompagnée, sa famille si c'est un enfant mineur, le coordinateur de projet et simplement un professionnel en lien avec le projet. On est vraiment une équipe très réduite et il peut y avoir également le pair expert qui peut aider la personne accompagnée à pouvoir s'exprimer, vu qu'ils ont préparé ensemble la réunion, ce qui a été le cas de Clémentine qui vous en parlera après. Les modes d'intervention des pairs experts, ils rencontrent la personne accompagnée, ils choisissent tout simplement le lieu
Et nous, on n'intervient pas, les coordinateurs de projet. Il n'y a pas de professionnel. C'est simplement le père expert, la personne accompagnée. Il n'y a pas de consigne. Ils échangent ensemble. Il y a une trame de discussion pour les aider à entrer en contact pour la première fois. Et ensuite, les jeunes redemandent à rencontrer des pairs experts pour préparer leur réunion de projet. Donc là, il y a moins de trame, ils savent comment ça se déroule. L'intervention des pairs experts, ça c'est très important, elle est proposée aux jeunes accompagnés. Et d'ailleurs, on a eu quelques refus de jeunes accompagnés qui ne souhaitaient pas préparer leur réunion de projet, qui se sentaient soit mal à l'aise, soit qui pensaient que ce n'était pas utile. Après avoir expliqué notre fonctionnement, je vous propose de vous présenter Clémentine et puis ensuite Mehdi. Clémentine. Donc, bonjour à tous. Je vais vous expliquer déjà dans un premier temps comment se passent les interventions. Donc, je travaille en collaboration avec les coordinateurs de projet, Eric notamment. Donc, Eric me demande d'intervenir auprès d'un jeune ou d'une jeune qui a un projet relatif au mien ou autre, ou tout autre. Oui, ou tout autre. Ouais. Donc, j'interviens déjà dans un premier temps. Donc, je suis dans une pièce que le jeune a choisie, donc soit la salle de réunion de Eric ou dans sa chambre, etc. Donc, dans un premier temps, on est tous les trois. Eric explique un petit peu la trame, comment ça va se passer, etc. Ensuite, il part. Et du coup, je suis donc toute seule avec la personne accompagnée. Donc, il n'y a aucun jugement. Je suis là pour... je peux être seulement la main qui écrit à sa place, si jamais le jeune ne peut pas écrire. Donc, je l'aide à préparer sa fiche de projet personnalisée. Donc, il n'y a aucun jugement, on parle, je lui explique un petit peu mon parcours dans un premier temps, ensuite la personne accompagnée m'explique le sien, etc. Je l'aide à libérer sa parole. Et voilà, il n'y a aucun jugement, la parole est libre, j'ai eu des retours positifs. Eric a eu aussi des retours positifs. Beaucoup, oui. Et je me souviens notamment d'un jeune... C'était ma première intervention. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait comprendre que la paire expertise, franchement, je trouvais ça génial pour les personnes, mais aussi pour moi. Donc, dans cette intervention, j'étais réellement là pour aider la parole. En fait, j'aidais un jeune qui s'imposait pas aux synthèses de projet. C'était ses parents qui parlaient à sa place. Et donc, du coup, c'était donc ma première intervention. Je ne savais pas réellement ce que la paire expertise allait m'apporter. Et j'étais un petit peu perdue. Est-ce que je vais réussir à m'adapter? Est-ce que je vais dire un mot qu'il ne faut pas? Est-ce qu'on va bien se comprendre, etc. Donc, j'ai aidé cette personne. Et donc, Eric m'a rapporté qu'à la synthèse, c'était le jeune qui s'imposait et qui parlait et que ses parents étaient à l'écart. Et franchement, je me suis dit que la paire expertise, c'était génial. Et j'avoue que ça me donne confiance en moi aussi. Parce que de savoir qu'on peut apporter ce genre de choses, je trouve ça gratifiant. Et donc, du coup, ça m'a donné envie d'approfondir la paire expertise et de faire une formation, donc la formation Respect à Chenauve, qui m'a aidé à définir réellement ce qu'était mon rôle de paire experte. Et voilà. On peut dire à propos de la personne dont tu parlais qu'il y a eu un avant et un après. Oui. Ça a vraiment été net. D'ailleurs, cette personne a été rencontrée par Jérôme là il y a quelques temps. Il pourra nous dire tout à l'heure voilà, combien est motivé aujourd'hui ce jeune homme. Voilà. Il y a vraiment eu un avant et un après. Il y a eu l'expérience aussi, Clémentine, où tu étais présente en réunion de projet pour une jeune. À la demande du jeune. Voilà, exactement. On peut passer à Mehdi. Mehdi, toi, tu veux faire un retour un petit peu vécu? Moi, du coup, je m'appelle Mehdi. Ça fait à peu près 2 ans que je suis à l'IUM, du coup. Et en fait, je suis arrivé avec un projet, je sortais de chez mes parents. J'ai toujours vécu depuis mon enfance. Et moi, mon projet, c'était en fait l'autonomie. Donc, vivre en appartement et avoir une vie professionnelle aussi. Et c'est dans ce cadre-là que Eric m'a proposé le père expert, du coup.
avec Edouard. Et là où ça m'a beaucoup aidé, c'est qu'à l'époque, forcément, il y avait beaucoup de questions qui se posaient, que ce soit dans la vie quotidienne ou au niveau des démarches administratives, ce genre de choses. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on a été chez Edouard, dans son domicile directement, pour que aussi que je vois un peu à quoi ressemble un appartement adapté voilà, à ses besoins. Même si ces besoins, bon, forcément, vu qu'on est deux personnes différentes, ne correspondaient pas totalement, voilà. Mais avec beaucoup de points communs, justement. Voilà, Il y avait une proximité, voilà, c'est ça qui était très il y avait intéressant. voilà, Son retour d'expérience était intéressant pour ça parce qu'il y a il y avait des points communs comme. Il y avait, oui, beaucoup de points communs, enfin, voilà. Donc, ça m'a permis, voilà, de voir que c'était possible. En fait, c'était surtout ça, moi, ma question. Et de là, après, bon, voilà, j'ai un peu taillé ma route. Je suis un peu à la fin de mon projet qui s'est concrétisé. Bon, mon projet est un peu différent du début parce que, voilà, je me suis installé avec ma compagne, du coup. On s'est rencontrés justement à l'UM. Donc, voilà, il y a eu un petit peu de changement. Et donc, c'est globalement ce qui change pas mal. Mais oui, ça m'a permis de répondre à pas mal de questions que je me posais et aussi offrir oui, un petit peu d'espoir sur mon projet. Des questions auxquelles les professionnels n'auraient pas On n'aurait pas pu forcément poser, répondre. effectivement. Mm. Parce qu'effectivement, parfois l'expérience du terrain, il en faut toujours un petit peu parce que la théorie vaut parfois un peu moins que la pratique. C'est vraiment ça. En fait, nous, les coordinateurs de projet, les constats qu'on fait, c'est que les jeunes ont pu avoir des choix plus affirmés. Ils ont eu davantage d'objectifs et d'attentes aussi. Ils ont pu les exprimer. Et pour les décisions qu'ils ont prises, au final, ils ont pu les prendre en lien avec une expérience de vie d'un père expert. Voilà, et ces échanges-là, ils sont vraiment très riches. Et c'est pour ça que nous, on s'est lancé dans ce projet et qu'on y est encore parce que vraiment, ça nous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Oui, puis on ne changera pas, on reviendra pas en arrière. On ne reviendra plus en arrière. Une véritable aide, en effet, l'intervention des pairs experts, qui est complémentaire de celle des professionnels. Jérôme ? On peut laisser la parole à Jérôme. Oui. Eh bien, merci bien. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Alors, vous allez me dire tout de suite si cela fonctionne. Donc, normalement, vous voyez là une page Canva. Et normalement, Oui. si elle doit être en page entière. Oui, Ça tout à fonctionne. fait. Très bien. Bon, top. Du coup, je vais vous présenter la communauté de pratique. Communauté de pratique qu'on a ouverte du coup sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, au début, pour vous présenter succinctement, donc ça a été un temps vraiment d'échange entre pairs. Nous avions mis en place une visioconférence, donc une visio tous les mois entre tous les experts, tous les pairs experts de la Bourgogne-Franche-Comté, donc que ce soit toutes les structures ou en tous les cas toutes les personnes qui étaient partantes sur cette expérience, en pensant par exemple au CESAD 25 du Doubs ou même au dispositif IUM de Belfort et aussi aux établissements du Jura. Des temps qui étaient vraiment libres. Pourquoi ? Parce que le pair expert aussi a besoin de se retrouver entre eux, parce que ça permet en même temps d'échanger sur ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu. Parce que voilà, il y a des temps forts, comme vient de dire là Clémentine, c'est vrai que c'est des fois des temps très intenses. Les autres personnes accompagnées se livrent totalement à nous. Et on parle vraiment de choses parfois assez poignants, assez dures. Et les pairs là-dedans, les pairs experts ne sont pas forcément armés pour pouvoir aussi faire ça. Et c'est vraiment la communauté sert aussi à se nourrir entre nous et aussi à construire l'avenir. Donc il y a deux temps, il y a des temps entre pairs et il y a des temps entre pairs et professionnels. Donc avec Eric et Delphine là par exemple, où on se donne vraiment là une lignée, de se dire qu'on va pouvoir de faire le point sur les actions, donner le temps aussi de discuter entre nous et d'essayer de poursuivre cette dynamique en Bourgogne-Franche-Comté
avec tout le monde, avec les pairs et aussi les professionnels, pour les embarquer dans cette belle dynamique, parce que on sent et on le pressent, où c'est quelque chose où maintenant les personnes accompagnées des différentes structures euh, sont en demande. Et on sent qu'il y a une très belle évolution. Comme le disait Eric, j'ai rencontré, parce que moi-même, en situation de handicap et en même temps aussi salarié d'APF France Handicap, mais le côté délégation, côté revendication des droits des personnes en situation de handicap d'APF France Handicap, j'ai accompagné en tant que père, là, dernièrement, un jeune où on le sentait, mais tellement épanoui, et d'un avenir, mais enfin, tellement radieux que ça fait vraiment plaisir, déjà en tant que père, de voir des jeunes comme ça, vraiment dans une dynamique très positive grâce à la paire expertise qu'on a pu donner. Et même si on a peut-être été soit une goutte d'eau, soit un raz-de-marée par rapport à ces projets, mais en tous les cas, c'est ça qui est important, c'est de se dire que entre pairs, on est capable de se dire que regarde, peut-être moi j'ai fait quelque chose, alors peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que tu as envie de faire, mais en tous les cas, c'est possible. C'est possible de faire par rapport à ce que tu as envie, par rapport à tes compétences, par rapport à tes appétences, par rapport à vraiment tout ce que tu peux, en tous les cas, faire. Et avec, on va construire avec aussi tes limites. Et on va construire indirectement aussi avec l'accompagnement et l'accompagnement professionnel qui peut aussi venir en appui et du coup, faire avancer ton projet et faire avancer comme ça, ton avenir, dans ta vie et vers l'extérieur, pour le coup. Parce que là, si on parle vraiment le dispositif UM, voilà, ils accompagnent jusqu'à 25 ans et après, eh ben, les personnes sont soit dirigées vers d'autres structures du médico-social ou soit, comme Mehdi, volent prochainement, avec, leurs propres ailes et comme bien d'autres, que nous avons, accompagnés. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Le temps de la communauté de pratique, voilà, c'est vraiment de construire ensemble, la parole est libre et ce qui est super important, au niveau des pairs experts, c'est vraiment un temps d'échange, qui permet de construire et de conforter les pairs. La communauté de pratique, elle sert aussi un peu à ça, c'est de se dire que, la plupart du temps, ça reste des personnes qui sont bénévoles, avec pour certains une montée en compétences et en professionnalisation, par exemple comme Clémentine. Mais il n'y a pas c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on est obligé de recommencer. Si jamais on a besoin de prendre de recul en tant que père, c'est très important de se le dire et voilà, on a le droit de dire: «Non, là, j'ai pas trop envie parce que émotionnellement, parce que voilà, j'ai besoin de voir aussi autre chose». Mais c'est ça aussi qui est important, c'est que le père n'est pas forcément attaché. Il va pouvoir, en tant que bénévole, pouvoir, voilà, partir, revenir, redonner du temps, réfléchir. En tous les cas, pas se donner de limites comme ça. On a aussi, ce temps-là, il fait aussi pour vraiment construire l'avenir. On s'est donné entre pairs, avec les professionnels et tout, se dire qu'on a besoin de construire, bah, des outils de communication, par exemple. Se dire que alors on est en recherche de nouveaux pairs parce que, bah, bien entendu, il y a l'engouement et l'émulsion que ça a apporté d'avoir, tous ces temps et de se dire que, bah, on a atteint notre limite des fois, entre les pairs et de se dire que, bah, si on en a un peu plus et même pour étoffer l'offre, se dire que, bah, ça serait bien parce que, bah, voilà, ça demande quand même du temps, il ne faut pas se le cacher, du temps de bénévolat pour beaucoup. Donc voilà, il faut caler aussi avec les vies professionnelles de certains, avec les activités aussi médico-sociales que de certains pairs ont aussi. Donc voilà, il faut jauger et du coup, on va se donner du temps là et en tous les cas des outils de communication pour déjà communiquer sur ce qu'on fait, être le plus accessible possible à toute personne en situation de handicap. Donc, c'est de se dire qu'on va faire, par exemple, des petites vidéos de présentation de carte d'identité du père expert par rapport à ses compétences et par rapport à ce qu'il est, lui, en tant qu'être humain. Et c'est vraiment ça, l'intérêt de la paire expertise là aujourd'hui. Et on les filmer. On va faire aussi, on a créé des espèces de CV du père, mais qui est vraiment là, pas forcément en tant que CV très ordinaire, scolaire, mais plutôt d'appétence et de connaissance. C'est-à-dire que moi, je peux apporter ma connaissance sur l'emploi, sur le voyage, sur le saut en parachute, par exemple, comme certains pourront le faire en tant que personne en situation de handicap. Et je pense que beaucoup
Le Diem aura un petit sourire là-dessus. Voilà, c'est de se dire qu'on a tous à apporter et on remet. Ça fait longtemps qu'on le fait entre personnes en situation de handicap. Mais l'intérêt, là, vraiment, d'interagir avec le projet de vie de la personne accompagnée dans n'importe quelle structure du médico-social, c'est vraiment cette importance-là pour la personne accompagnée et aussi pour le père. Elle l'a très bien dit, Clémentine, c'est de se dire que nous-mêmes, en tant que personnes en situation de handicap, ça nous valorise et ça valorise les deux personnes du coup, et une montée comme ça d'estime et de confiance en soi de la personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Valoriser aussi le temps de travail du père expert. Donc il y a des personnes qui veulent rester en tant que bénévole, et c'est très bien comme ça, c'est leur choix. Mais là aussi, il faut aussi cadrer un minimum. On a parlé un peu de la convention, mais de se dire que elle est quoi? Elle est bénévole pour APF France Handicap, pour la structure du médico-social, au niveau des assurances, des choses comme ça. Donc la parole est vraiment libre aussi dans cette communauté de pratique, hein. C'est que vraiment, on va se donner tous les outils pour pouvoir, en tous les cas, le mieux accompagner le père. Donc après, il y a aussi de la formation qui est proposée, parce qu'il y a aussi une demande de se dire, on a peut-être besoin aussi de se former à certaines aptitudes, certaines connaissances pour pouvoir encore mieux accompagner. Donc voilà, c'est des espèces de cercles de compétences et d'appétences du père. Donc avec pour certains comme Clémentine qui a fait une formation et pour d'autres qui restent voilà avec je veux donner du temps et je veux donner mes connaissances propres et pas forcément monter comme ça en compétences. Mais vraiment, tout est libre dans cette communauté et surtout dans cette expérience de père expert et développer et consolider dans un dernier temps vraiment le père expert sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, en interne à PF France Handicap, mais on a déjà la perception de pouvoir inviter un père en situation de handicap qui viendrait par exemple du comité départemental handisport du coin, parce qu'il est personne en situation de handicap il a une appétence au niveau du sport et de se dire que peut-être un jeune accompagné du dispositif UM ou même du CESAD 25 ou même d'un dispositif du Jura et de se dire que peut-être que là, on n'a pas les compétences en tant que père en interne ou en interne un peu externe, mais on va aller se nourrir vers l'extérieur et on va aller se nourrir vers d'autres associations qui Jérôme, accompagnent aussi d'autres personnes en situation de handicap. Oui, je suis désolée, on doit maîtriser le temps pour le coup. très bien, Donc, très bien. Mais si tu c'est peux conclure, et puis si vous pouvez conclure sur rapidement un petit peu de chiffres en termes d'accompagnement et puis sur ce que ça vraiment vous a apporté. Vous l'aurez compris, il y a vraiment une dimension de cadrage qui est régionale pour pouvoir aussi laisser la liberté ensuite d'action au sein des structures et entre pairs experts. Je suis désolée, Oui. Jérôme. Non, pas de souci, pas de souci. Mais c'était mon dernier commentaire. C'est vraiment voilà, de développer, de consolider par rapport en interne et de se dire que voilà, on va pouvoir comme ça avancer, en tous les cas, que nos pairs soient vraiment confortés et qu'en tous les cas, nous, en tant que pairs, on puisse donner autant qu'on peut et comme on veut. Voilà. Donc, Et moi, j'en pour ai fini avec conclure, mes présentations. là, depuis janvier 2022, on a fait 43 rencontres de personnes accompagnées et de pairs experts. Alors, 43 rencontres et il y a eu en tout 8 refus. Parce que voilà, Delphine le disait, évidemment que ce n'est pas imposé, ce serait un contresens à l'autodétermination. Et on peut dire voilà, que l'intervention des pairs experts, ça renforce l'autodétermination des personnes qu'on accompagne, ça renforce la légitimité de leurs paroles. Voilà, et c'est important de dire aussi qu'il y a une complémentarité des savoirs expérientiels des pairs experts et des compétences professionnelles. Il n'y a pas de concurrence, c'est complémentaire. Et voilà, et puis on a quelques pistes d'amélioration. Voilà, augmenter le nombre de pairs experts. On est en train de recruter d'autres pairs experts. Mehdi figurera parmi nos prochains, je crois, il me semble, hein, nos prochains pairs experts. Voilà. On voudrait proposer la expertise aux plus jeunes, moins de 15 ans, voilà, aux parents. Piste d'amélioration, la formation aussi, voilà, des pairs experts aux techniques d'entretien.
la participation des pairs experts aux réunions d'équipe. Tout ça, ce sont des pistes d'amélioration, de l'analyse de la pratique pour les pairs experts. Et la question de la gratification, elle reste, voilà, Jérôme en parlait tout à l'heure, ça reste une question aussi complexe. Voilà, Et pour être très au bref. niveau donc, régional, l'ensemble des structures donc, qui sont intégrées au projet régional ne sont pas toutes au même niveau d'avancement, on va dire comme ça, que le DIEM 90, qui est vraiment pour le coup en avance. Et l'objectif, ce n'est pas d'homogénéiser, on va dire, la manière de faire. Chaque structure a vraiment ses propres dynamiques, mais c'est de pouvoir petit à petit amener, on va dire, les professionnels et puis les usagers à s'appuyer sur ces savoirs d'usage et comme l'a très bien dit Jérôme, en utilisant la communauté de pratique. Je vous remercie sincèrement. Je suis navrée vraiment d'avoir raccourci un petit peu vos propos. C'est très frustrant parce que le projet est vraiment extrêmement riche et enrichissant et inspirant. On a une remarque de Madame Girard qui souhaitait prendre la parole. Oui, c'était simplement par rapport au sport en handi. C'est que tous les sports ne sont pas intégrés dans le comité départemental handisport. Dès l'instant où on est sur un sport qui est intégré dans la fédération propre. C'est mon cas dans le cadre de la Fédération française de tir. Donc, c'est pas forcément intégré. Voilà, juste ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Peut-être moins rapidement sur comment vous avez travaillé l'accompagnement des professionnels, comment ça a été ressenti, voilà l'intégration justement de ces pairs aidants, comment vous les avez accompagnés dans cette évolution et dans ces postures aussi. On a beaucoup parlé de posture professionnelle dans cette matinée. Je voudrais avoir votre retour par rapport à ça. C'est une question qu'on nous pose souvent. Ouais. En fait, la direction de l'établissement a communiqué, hein, elle a présenté le projet à l'ensemble des salariés. Et tout le monde, voilà, tous nos collègues ont bien compris qu'au départ, c'était un essai. Voilà, on allait essayer et voir et mesurer les résultats. Et au vu des résultats positifs pour les personnes qu'on accompagne, cette démarche-là, elle est acceptée par l'ensemble des collègues. Il y a Oui, eu vraiment. très peu de résistance, très Non. peu de Oui. critiques, quelques questions bien sûr qui étaient légitimes, mais Mm. moi nous on n'a pas mesuré de résistance de la part de nos collègues depuis le début parce que ça a été expliqué. Oui. Voilà, ça a été expliqué et puis voilà, tout le monde voit concrètement aussi voilà que les bénéfices parce que la parole il y a beaucoup plus voilà il y a plus de paroles dans nos projets d'accompagnement. On a même, on l'a pas dit, on a élargi notre copil et nos réunions. On a des collègues qui interviennent. On a une collègue psychologue, on a nos autres collègues coordinatrices de projet et on a une collègue éducatrice spécialisée. On a ouvert à nos collègues professionnels pour nous rejoindre dans l'équipe de travail. Donc non, les bénéfices, effectivement, ont fait l'argument de cette poursuite de cette expérience. Oui, c'est vraiment un projet qui a été accepté par tout le monde. Après, le DIEM, c'est une structure qui se renouvelle depuis, qui a une culture du renouvellement, on va dire ça comme ça. Et puis, dernière question, ça libère effectivement la parole, les besoins, les demandes, les attentes vis-à-vis des personnes. Quelle a été l'évolution en termes de réponses qui sont apportées? Est-ce que vous avez pu évoluer dans les réponses, les prestations que vous pouvez apporter auprès des jeunes sur la question de l'évolution de votre transformation de l'offre? Je dirais oui, puisque à chaque fois qu'il y a une demande, on essaie d'y répondre quand c'est possible. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle demande, une nouvelle attente, on a essayé d'y répondre. Je pourrais pas vous donner le détail parce que voilà, il y a moult détails dans les fiches de projet. Mais peut-être, Mehdi, vous pourriez témoigner parce que c'est vrai que vous nous avez fait des demandes que jusqu'à là, on n'avait pas accompagné forcément le projet qui était l'autre et il me semble qu'on a pu y répondre. Effectivement. Oui.
C'est vrai que oui, vu que j'ai à la fois eu un projet quand même assez commun, mais il y a eu quand même pas mal de difficultés voilà, à rencontrer. Donc oui, je pense que oui, le DUM a pu m'aider en ça. Oui, on a mis des moyens supplémentaires. Enfin, voilà, Il y a eu pas mal de recherches. Même si parfois les moyens ont pu être détournés, c'est peut-être pas le bon mot, mais les moyens n'étaient peut-être pas forcément toujours conventionnels. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours eu de la réflexion avec plusieurs professionnels et des choses ont été mises en place. Ah oui, on a une mission de service public, donc on essaie le plus possible de répondre aux demandes, enfin, dans la mesure du possible, bien sûr. Cette façon de faire, peut-être juste pour compléter d'un point de vue plus institutionnel, on va le dire comme ça, le fait d'avoir les demandes qui émanent, on va dire, des jeunes et appuyées par les pairs experts, la réponse, on va aller saisir l'ensemble des prestations qui peuvent être proposées en interne ou en externe. Donc c'est une application terrain finalement de ce qu'on nous demande en termes de transformation de l'offre et de réfléchir de manière modulaire et modulable le plus possible. Donc c'est vraiment un applicatif, on va dire, terrain de ce qui est demandé finalement dans le cadre de la transformation de l'offre. Et en plus, c'est demandé par les usagers, appuyé par des pairs experts eux-mêmes qui ont pu être accompagnés ou du moins qui sont en situation de handicap. Donc d'un point de vue de la conviction pour aller embarquer les équipes, c'est aussi un levier qui est très fort, évidemment. Merci beaucoup, Madame Prandato. Merci à toute l'équipe du DIEM pour votre témoignage vraiment très riche. Et bravo pour ce projet, vraiment. Merci. On va laisser la parole à Monsieur Febvre qui va nous parler du projet qui a été mené autour de la charte, notamment d'autodétermination par la Fondation Pluriel, et voilà, qui a la lourde tâche de nous tenir pour cette dernière conférence. En haleine avant le repas. Très bien. Alors bonjour à tous. Je vais tenter de vous partager mon écran. Vous allez me dire assez rapidement si ça fonctionne. Oui, tout à fait. Alors voilà, donc une présentation donc pour poursuivre le partage d'expérience de la démarche qui est engagée par la Fondation Pluriel. L'objectif, donc c'est une démarche qui est partie de la direction générale de la Fondation Pluriel, avec l'idée de créer une nouvelle dynamique, alors à la fois autour du concept d'autodétermination, mais aussi de réorienter, de redonner un autre sens à l'accompagnement au quotidien dans l'ensemble des équipes. Et dès le départ, le choix avait été fait de s'appuyer sur un plan de formation qui déclinerait par des plans d'action en établissement et une charte. Alors ça, elle est venue, je vais dire un petit peu plus tard, mais l'idée, c'était de poser les bases de ce que l'on inscrivait du périmètre autodétermination tel qu'on le pensait. C'est une démarche qui peut paraître un petit peu ancienne, parce qu'elle a débuté en avril 2021 par la mise en place d'un groupe de travail piloté par notre service amélioration continue, où l'idée là, c'était d'aller faire tout d'abord du benchmarking, de savoir qui avait investigué la question de l'autodétermination, qui pouvait nous éclairer, quels étaient les experts qu'on pouvait rencontrer. Et tout à l'heure, dans la présentation de M. Bernard, on a recroisé un certain nombre d'experts avec lesquels on a pu travailler et échanger par moment. Le choix assez rapidement a été fait, et on le reverra par la suite, de se faire accompagner par l'Université de Mons en Belgique et un service qui a un service dédié sur cette question d'autodétermination. Et voilà, donc on a échangé avec eux un certain temps, et dès 2022, mise en place d'une proposition d'accompagnement par l'Université de Mons. Et à partir de là, effectivement, on va les retrouver en ligne de vie tout au long de nos interventions et de notre avancée sur cette question d'autodétermination. Septembre 2022, mise en place et accompagnement d'une équipe pilote avec organisation d'une réunion de lancement. Cette réunion de lancement, le 16 novembre 2022,
on y convie l'ensemble des professionnels de la Fondation Pluriel. Alors bien évidemment, tout le monde ne pouvait pas être là. La Fondation Pluriel, pour en donner une dimension aux personnes qui ne la connaîtraient pas, c'est 3600 personnes accompagnées et à peu près 2000 professionnels, hein, depuis l'enfance jusqu'à l'avancée en âge pour des personnes vieillissantes et des personnes également accompagnées dans l'emploi. Quelques personnes polyhandicapées, bien évidemment, qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, une réunion de lancement. À partir de cette réunion de lancement, mise en place d'un groupe projet terrain, avec assez rapidement émerge le besoin de réaliser un séjour en Belgique pour 7 personnes accompagnées. Donc là, on va positionner des personnes en situation de handicap vraiment sur la réflexion à nos côtés, aux côtés des professionnels, sur la question de l'autodétermination et la définition, les termes qu'on y met. Juin 2023 à mars 2024, rédaction de la charte autodétermination. Donc, elle est sortie, elle est publiée, elle est accessible sur notre site et sur le site de la Fondation. Et vous pourrez également la retrouver via le lien qui figure dans la présentation que je vous diffuserai à l'issue. En parallèle, formation de formateurs internes. Alors, des formateurs internes qui sont doublement composés. On a des formateurs professionnels, des personnes issues des professionnels de nos établissements ou services, mais qui constituent systématiquement un binôme avec une personne accompagnée qui, elle aussi, est mise en situation de formatrice sur la question de l'autodétermination pour ensuite aller déployer l'autodétermination dans tous les établissements ou services de la Fondation. 15 novembre 2023, on a des formateurs disponibles. On réunit donc dans un colloque ensemble parlons d'autodétermination à Micropolis Besançon. Donc là, à la fois l'ensemble de nos professionnels, mais on convie également les personnes accompagnées, les familles et les partenaires. Et tous ensemble, on partage le chemin sur lequel on s'engage en termes d'autodétermination. Mars 2024, ça a débuté, donc les premières formations de personnes ressources, les relais de proximité dans les établissements, donc où à chaque fois, on a des personnes, des professionnels et des personnes accompagnées qui sont formées, sensibilisées à la question de l'autodétermination. Tout ça se fait, là vous le voyez, avec le soutien de Formasens, qui est l'organisme de formation de la Fondation Pluriel. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, je le fais rapidement parce que j'imagine que les uns et les autres. Donc, rapidement pour conclure sur la démarche telle qu'elle a été engagée au niveau de la Fondation. Donc, une démarche qui a débuté en 2021, qui va se poursuivre jusqu'en 2025. Hein. On va décliner, la Fondation, c'est près de 70 établissements ou services aujourd'hui. Donc, le temps de décliner sur l'ensemble du périmètre, ça va nous prendre un petit peu de temps. Puis, pérennisation, bien évidemment, dans les années à venir, avec prise en compte de l'ensemble des parties prenantes, ça a été évoqué tout à l'heure, donc les personnes accompagnées, bien évidemment, les professionnels, les familles, et le milieu ordinaire, les partenaires avec lesquels on travaille. Un petit focus sur la charte. Alors la charte, la manière dont on l'a élaborée, dont elle a été travaillée, donc au niveau de la direction générale, avec des personnes accompagnées bien évidemment, et avec Droit Devant 25. Alors Droit Devant 25, c'est une association de personnes déficientes intellectuelles. On est dans l'autoreprésentation des personnes. Donc qui sont venus contribuer. Ce ne sont pas forcément des personnes accompagnées par la Fondation ni par d'autres d'ailleurs, hein, mais qui sont venues contribuer elles aussi, donc dans le cadre d'un travail collaboratif, à l'élaboration, à la rédaction de cette charte. Vous avez en dessous les différentes étapes, les séances de travail qui est intervenue. On avait toujours là sur cette période-là l'accompagnement et la supervision de Chloé Crous, qui est la personne de l'Université de Mons avec laquelle on a travaillé pas mal sur ces sujets-là. Bien évidemment, une traduction en facile à lire et à comprendre
de cette charte pour qu'elle soit accessible par tout le monde. Et puis récemment, le tournage de petites vidéos qui viennent présenter les différentes valeurs, les différents items qu'on va retrouver dans la charte. Donc, vidéos qui sont également accessibles sur Internet. Cette charte, voilà, elle s'articule, elle s'appuie autour de 5 valeurs. Donc, tout ça a été travaillé avec les personnes, les personnes qui participaient à nos groupes de travail, donc que ce soit Droit devant 25 ou des personnes accompagnées par la Fondation. Donc, la notion d'empathie et d'écoute, d'accessibilité et communication, on l'a évoqué tout à l'heure dans les items, notamment que M. Bernard partageait. Pareil pour le risque, la prise de risque, la liberté et la confiance, l'inclusion, l'équité et le respect. Vous aurez, alors je ne vais pas tenter le lien maintenant, parce que je craindrais de perdre la main ensuite sur la communication, sur la diffusion du visuel, mais vous retrouverez via le lien l'accès à la charte telle qu'elle est rédigée à ce stade, et puis, enfin telle qu'elle est diffusée, et puis les vidéos de présentation de chacune des valeurs, donc vidéos qui ont été faites par les personnes accompagnées. Voilà. Je l'ai fait rapidement, j'espère pas trop. Vous saurez me le dire si... C'était très bien. C'était très bien, merci. Très bien et clair. Voilà, c'est un peu rapide, j'en conviens. Alors, petit focus sur les notions d'autodétermination et de polyhandicap. Alors, je vais présenter les premières slides. Nadège Henrion, qui est présente, donc qui est directrice de la masse du pays de Montbéliard, complétera au besoin, autorise-toi à intervenir, Nadège, sans souci. Et puis, pour la dernière partie qui va plus concerner la partie enfants-adolescents, on a Baptiste Mosiman, qui est chef de service du DAM Besançon sur un service dédié à des adultes, des enfants et adolescents polyhandicapés qui interviendra à son tour à ce moment-là. Alors, sur la partie donc secteur adulte, dans cette notion de partage d'expérience dans lequel on était aujourd'hui, ce qui nous semblait intéressant, c'était premièrement de partager des actions concrètes qui incarnent l'autodétermination au quotidien au sein d'une maison d'accueil spécialisée. Alors, la maison d'accueil spécialisée du pays de Montbéliard, c'est 53 adultes polyhandicapés. Sur ces 53 adultes, Nadège, tu me corriges, de mémoire, je crois qu'il y en a un ou deux qui ont accès à la parole. Donc, oui, à une communication, j'ai envie de dire, plus simple. Pour toutes les autres personnes, il y a nécessité d'utiliser des outils adaptés et on s'en reparlera un petit peu plus loin sur la deuxième slide. Donc, les domaines sur lesquels aujourd'hui, qui incarnent déjà aujourd'hui l'autodétermination, et ce travail-là est partagé avec les équipes. Donc, en matière d'activité, et on va le retrouver assez souvent comme en matière d'alimentation ou autre, c'est la possibilité pour les personnes accompagnées d'accepter ou pas de participer, par exemple, à une activité ou une sortie. Donc, c'est le choix et systématiquement, le réflexe qu'on tente d'inculquer à l'ensemble des professionnels, c'est de questionner la personne, est-ce qu'effectivement, elle a envie de se rendre à l'activité qui est programmée au moment prévu, ce matin-là, ce jour-là. Ça fait un petit peu écho à ce qui était dit tout à l'heure sur le bowling tous les mardis matins. Voilà. Et puis, au-delà de cette première étape qui est l'acceptation ou pas de participer à une activité, à une sortie, c'est ensuite de pouvoir choisir entre plusieurs lieux, plusieurs activités lorsque l'activité ou la sortie le permet. On a cité le restaurant dans les exemples que les professionnels ont évoqués, parce que se dire, bah oui, on peut aller au restaurant, mais si c'est pour aller toujours dans le même restaurant, il n'y a pas beaucoup de personnes parmi nous qui allons toujours au même endroit. On a aussi le choix de se dire à un moment donné, bah, je vais plutôt manger chinois ou autre. Donc, c'est cette liberté-là qui est, ce choix-là qui est proposé aux personnes. En matière d'alimentation, donc là, on est dans la structure, on est dans l'établissement, ben, c'est accepter ou pas de prendre le repas à l'horaire prévu dans l'établissement. Ça rejoint un petit peu en toile de fond la question de l'organisation institutionnelle.
Chez nous, les uns les autres, j'imagine qu'on ne mange pas tous à la même heure et on ne mange pas tous à la même heure tous les jours non plus. Donc, ça fait partie des possibilités qu'il faut pouvoir ouvrir pour les personnes accompagnées. Accéder ponctuellement à des repas plaisir choisis individuellement, et de se dire que voilà, aujourd'hui il commence de faire chaud, est-ce que je pourrais pas avoir un repas froid plutôt que ce qui est systématiquement commandé? Est-ce que si je mange un peu moins, je peux pas avoir un goûter amélioré, quelque chose de ce type-là? On a également dans les actions qui ont été engagées toujours en matière d'alimentation, lorsque les conditions le permettent, pouvoir revenir à une texture normale pour des personnes qui ont pu être à un moment donné en texture mixée. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux personnes polyhandicapées. Ça demande bien évidemment une part d'analyse et d'expertise, notamment en termes de déglutition, enfin voilà, un certain nombre de validations. Mais au moins re-questionner et le partager bien évidemment avec la personne et pas laisser perdurer une alimentation qui ne serait pas forcément celle choisie, voulue par la personne. Je ne sais pas si c'est normal, on n'a plus votre partage. Voilà, juste vous le signifier, le partage a dû sauter. Alors, je n'ai touché à rien. C'est un peu inquiétant. Si peut-être le relancer. Alors, pas normal que vous ne l'ayez pas, effectivement. Tac. Alors, hop. C'est parfait, merci. Alors, hop. Voilà, donc en matière d'alimentation, en matière de relations avec les familles, pareil. Donc, on va retrouver l'item accepter ou pas de recevoir de la visite, avec la possibilité de pouvoir choisir d'annuler, de reporter une visite. Alors là, évidemment, derrière, ça demande un travail et pas mal d'échanges, notamment avec les familles. Se dire, pouvoir communiquer avec des parents pour leur dire qu'à un moment donné, leur fils ou leur fille, finalement, n'avait pas envie de les voir aujourd'hui. Ça demande une petite dose de diplomatie et d'accompagnement pour être entendu à la bonne hauteur, mais ça se fait. En matière de soins, alors ça a été évoqué également en début de matinée, pouvoir différer certains actes. Alors tous ne le sont pas, bien évidemment, mais notamment dans ce qui est déjà évoqué aujourd'hui, qui est déjà pris en compte, les prises de sang de contrôle, des traitements pour le transit qui peuvent être différés en fonction du choix de vie de la personne, de son rythme, voilà, de la manière dont elle pense sa journée. Donc, voilà, une prise de sang de contrôle, il n'y a pas d'horaire impératif pour la prendre, hormis éventuellement des situations de prise de sang à jeun, mais sinon, il y en a quand même quelques-unes qu'on peut différer. Idem pour la toilette, accepter ou pas de prendre une douche, c'est partie des possibilités qui peuvent être ouvertes aux personnes. Alors, ce qui ne veut pas dire non plus qu'on va laisser la personne sans prendre de douche pendant une durée indéterminée, mais pouvoir avoir le choix soit d'accéder à un bain ou d'accéder à une petite toilette plus simple parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de passer sous la douche. Voilà. Être sollicité également sur ses choix en matière d'appareillage. On est dans des établissements où les personnes ont des fauteuils, ont des coques avec des temps de verticalisation, etc. Ça fait partie de choses sur lesquelles les personnes peuvent s'exprimer, solliciter aussi. Les séjours, être à l'écoute des demandes exprimées pour leur séjour, que ce soit les vacances, des transferts. On travaille avec un certain nombre d'organismes pour des séjours vacances adaptés et on a pu, à la demande de personnes accompagnées, y compris en maison d'accueil spécialisée, créer des séjours sur mesure pour que les uns et les autres puissent partir et sortir du quotidien de la structure. Et puis, alors, dernier point sur la slide, mais pas le dernier dans la liste des sujets des sujets traités, le respect de la vie intime, affective et sexuelle, donc être à l'écoute des envies, des besoins et des projets exprimés. À ce titre, la maison d'accueil spécialisée du pays de Montbéliard, voilà, à un couple de personnes qui vivent dans la structure et qui ont des moments pour se retrouver les deux pleinement respectés, alors choisis par les deux bien évidemment et pleinement respectés par les professionnels. Et puis rendre également possible des moments d'intimité
alors seul ou en couple, hein, pour les personnes et rendre possible au moins l'expression autour de ce besoin d'un temps personnel dédié. Le travail, donc, en matière d'autodétermination pour des personnes polyhandicapées, il est loin d'être finalisé. Hein, travail au long cours, comme on l'a écrit, avec une réflexion permanente. Du travail qui reste à développer avec les professionnels, l'ensemble des professionnels, pour rendre possible et faciliter l'expression des personnes accompagnées. Donc, la communication, tous les outils de communication adaptés, clairement, c'est le sujet sur lequel on a encore à travailler. La masse de Montbéliard a l'avantage, hein, donc c'est un établissement neuf qui a été entièrement construit récemment, et dans lequel, avec le soutien de l'ARS notamment, on a pu développer et installer des tablettes open, donc la marque, voilà, pas dire la marque importe peu, même si c'est une société avec laquelle on a travaillé, sont des tablettes interactives, tactiles, et complètement adaptées aux personnes handicapées, donc avec à l'intérieur de l'établissement une ergonome qui travaille sur les pictos utilisables et toutes les interfaces possibles pour que les personnes accèdent à l'utilisation de ces tablettes. Donc, on a elles permettent en clair de pouvoir sélectionner la radio, la télévision, choisir la station de radio, la chaîne de télévision qu'on veut regarder, pouvoir communiquer avec l'extérieur en téléphonant, en faisant des vidéos FaceTime et autres partages de visio avec la famille, par exemple, des partages de photos. Donc, à chaque fois, avec des visuels adaptés aux personnes, mais également des outils interactifs pour utiliser la tablette. J'ai dit tout à l'heure un peu rapidement des tablettes tactiles. Alors oui, elles sont tactiles. Les personnes peuvent bien évidemment utiliser leurs mains pour celles qui ont la dextérité pour le faire, mais on a également la possibilité, les personnes peuvent également accéder à ces tablettes avec des mouvements de la tête, avec de l'eye control, donc le contrôle des yeux, avec le souffle. Donc il y a toute une palette d'outils pour travailler avec cette tablette. Et cette tablette sert également de support pour la discussion, la communication avec les professionnels via toute une série de pictogrammes pour les personnes qui n'accèdent pas à la parole. Donc ça fait partie des supports et des choses sur lesquelles on a encore à travailler, à impliquer effectivement ergonomes, personnes accompagnées, professionnels de l'équipe médicale et soignante. Faire participer, alors toujours dans le travail à faire chaque personne accompagnée à l'élaboration et à l'actualisation de son projet personnalisé, en lien effectivement avec les outils. Dans ce qui est, donc là on est sur la partie, je vais dire, individuelle, et les sollicitations que chaque personne peut faire à titre individuel. La création de temps collectifs centrés sur la vie de l'établissement. Là, on est sur la globalité de la structure et son fonctionnement, les activités proposées, les sorties, les repas, les soins, les horaires. Donc, création de temps collectifs pour que les personnes accompagnées s'expriment et puissent dire de leur fenêtre, de leur point de vue, quel est leur ressenti, quel est leur vécu. Est-ce que l'ensemble des services qui leur sont proposés, des activités ou autres, sont adaptés, leur conviennent. Tout ça en lien avec le conseil de vie sociale qui se réunit régulièrement dans l'établissement pour qu'il y ait une réelle contribution des personnes accompagnées. Et puis, alors le point qu'on a évoqué également ce matin, s'autoriser et partager le sujet avec l'ensemble des professionnels, s'autoriser à re-questionner le fonctionnement de l'établissement sur la base des demandes exprimées. On l'a partagé tout à l'heure, voilà, à travers le simple fait de l'horaire du repas, alors qui peut paraître anecdotique, mais il y a beaucoup de structures qui peuvent encore fonctionner avec un schéma de le repas est à 19h ou 19h30, peu importe l'horaire, et forcément tout le monde se met à table à ce moment-là. Et ben non, tout le monde n'a pas forcément le même rythme de vie, mais ça veut dire que entendre la demande des personnes, c'est accepter de re-questionner ce fonctionnement-là
en se disant que finalement, oui, on peut prévoir le repas à des heures différentes, et ça peut aller relativement loin dans les questionnements sur le fonctionnement de l'établissement. En complément, alors un travail important à faire avec les familles, hein. Là aussi, ça a été évoqué ce matin, la question de la réassurance des familles, des questionnements que les parents peuvent avoir sur effectivement le choix que les personnes et le choix que les personnes peuvent faire et la prise de risque qui peut aller avec. Donc, dans les choses qui sont mises en place ou qui vont être en place, qu'elles ne sont pas toutes, pas encore toutes déployées, je ne crois pas. Donc, sur la base de temps spécifiques, hein, qu'on a dénommé les cafés des parents, donc partagés avec le résident et l'équipe éducative. Donc, cette notion de positionnement de la personne, hein, le choix que chacun peut faire pour ses choix de vie et de son quotidien. Échanger sur les demandes des résidents et leur place en tant que personne au centre de leur projet de vie et pouvoir partager ce positionnement-là avec les familles et la notion d'autodétermination. Quand on a fait le colloque le 16 novembre 2023, les familles qui étaient invitées, on a eu un certain nombre de réactions de familles qui, de prime abord, n'ont pas forcément bien saisi, bien perçu la démarche qui était la nôtre, et qui ont vu surtout une source d'inquiétude en se disant mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver pour mon enfant, dans quelle situation on va se retrouver. Donc on a bien perçu, s'il en était encore besoin, le travail qui était à faire avec les familles à ce moment-là. Je terminerai mon intervention sur le rôle prépondérant de l'encadrement de l'établissement dans le déploiement de l'autodétermination. Clairement, ça a été dit, mais je réinsiste. Alors, vis-à-vis des professionnels, parce que oui, c'est impulser une démarche, c'est favoriser l'expression alors de tous, hein, de tous les professionnels et bien évidemment des personnes, et pour rendre possible les demandes en lien avec cette question de re-questionner le fonctionnement de l'établissement. Et puis, rôle prépondérant aussi vis-à-vis des familles, parce que là, il faut soutenir les personnes accompagnées, les professionnels, rassurer, sécuriser pour que les actions puissent se déployer. Voilà, rapidement, sur la partie adulte, l'éclairage qu'on peut vous apporter aujourd'hui des travaux engagés sur la masse. Je ne sais pas si ça suscite des questions ou éventuellement des compléments, Nadège. Non, complément, je pense, voilà, oui, on a bien réinsisté, on réinsiste bien sur le fait que nous, à la masse, à Montbéliard, dans toutes les pratiques professionnelles du quotidien, plus petites soient-elles, comme M. Bernard avait pu l'évoquer ce matin, où les professionnels, après les soins d'hygiène, demandent, proposent les vêtements, proposent, voilà, on est sur des tout petits actes et des attentions vraiment pour obtenir le choix et la validation des personnes qu'on accompagne dans tous ces gestes et quand on les aide dans leur dépendance, mais c'est en accord avec eux. En tout cas, elle est demandée, cette acceptation, et voilà. Et puis à travailler, comme M. Fèvre vous l'a exposé maintenant, sur des choses, on est vraiment dans ce projet-là, et de pouvoir réaffirmer cette autodétermination des personnes qu'on accueille. Voilà, Baptiste Mosiman, j'ai vu qu'il était présent. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur Fèvre. Donc, Baptiste Mosiman, je suis chef de service sur un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés sur Besançon. Et donc, je suis accompagné de Romain Gibert, qui est adjoint chef de service sur ce même établissement. Juste pour situer, on accueille actuellement 40 enfants, aussi bien en accueil de jour et ou en PMO sur le bassin de Besançon. Donc, on nous a demandé aussi de venir présenter un petit peu ce qui était mis en place en termes d'autodétermination auprès d'enfants et adolescents polyhandicapés. On a en premier lieu voulu insister et
illustrera avec quelques exemples le fait quand même que c'est une démarche qui est inscrite dans les pratiques des professionnels de longue date. Pour autant, et on y reviendra, et je reviendrai un petit peu après, on a aussi voulu mettre en avant certaines limites et certains freins à cette pratique, non pas pour plomber l'ambiance cette fin de matinée plutôt riche, mais aussi pour échanger sur ces questions-là, qui sont aussi et surtout nos problématiques du quotidien. Et puis quelques freins qu'on a pour continuer et améliorer nos pratiques. Donc, en premier lieu, quand même, l'autodétermination, elle est inscrite, ou en tout cas, l'autodétermination, ou aussi la notion de développement de l'autodétermination, puisqu'encore une fois, on intervient auprès d'enfants, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des jeunes enfants qui ont 18 mois, ce qui est quand même un petit peu différent en termes d'accompagnement qu'un adulte. Cette notion-là, elle est inscrite dans les pratiques par les professionnels de longue date, notamment en travaillant autour de la notion de choix, qui est inscrite et exercée au quotidien, alors sur des choses relativement simples, comme le choix de la musique, le choix des repas, le choix de participer ou non à certaines activités, on reviendra dessus un petit peu après. Et puis surtout, elle est formalisée dans les projets personnalisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la grande majeure partie de nos projets personnalisés, on retrouve le travail des objectifs axés autour du développement de la notion de choix, travailler ou favoriser l'expression des demandes, développer des moyens de communication alternatifs ou au moins développer une expression fiable d'un oui ou d'un non. Pour autant, la volonté des professionnels, et puis qui rentre parfaitement en lien avec la démarche d'autodétermination que M. Fèvre vient de présenter, elle cherche à être un petit peu plus ambitieuse que ça. C'est-à-dire que souvent, pour caractériser et caricaturer plutôt, on a souvent cet exemple-là de dire qu'on aimerait bien aller un petit peu plus loin que de dire simplement choisir entre la danette au chocolat et la danette à la vanille. Et ça rejoint ce que disait Monsieur Bernard ce matin, d'avoir aussi des notions d'autodétermination sur les domaines de vie importants surtout pour les personnes accompagnées et pas importants, ou en tout cas pas ceux qui nous semblent être importants pour nous. Donc à ce titre-là, notamment quelques exemples sur l'unité des grands. Alors ça, c'est le nom qu'on donne à notre unité. C'est une unité sur laquelle actuellement on a 7 jeunes qui ont plus de 20 ans. Donc qui sont tous en situation de jeunes maintenus au titre de l'amendement Creton. Par exemple, systématiquement, l'après-midi, dans les activités éducatives qui sont proposées, ils ont au minimum 2 activités au choix, qui ne sont pas non plus toujours les mêmes d'un jour à l'autre, qui ne sont pas non plus toujours les mêmes le lundi. Ce n'est pas tous les lundis, ils ont le choix entre bowling et cinéma, mais ils ont systématiquement 2 activités au choix. On va aussi travailler sur cette notion de choix en allant jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on apprend aussi aux jeunes, à cette occasion-là, à partir du moment où ils ont manifesté un choix sur une activité et que c'était un choix qu'on a pu confirmer avec eux, on va au bout de ce choix et on ne revient pas en arrière en changeant d'activité en cours de route. Ça fait aussi partie de l'apprentissage. Plus globalement, sur la structure également, on a régulièrement des intervenants extérieurs qui viennent sur des activités type musicothérapie, sport adapté, etc. Sur ces activités-là, bien qu'on identifie en amont les jeunes qui y participent, l'activité reste toujours proposée aux jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune qui, un jour, exprimerait le souhait de ne pas participer à l'activité ou qui, en cours d'activité, pour une raison ou pour une autre, manifeste l'envie ou le souhait d'arrêter l'activité, il arrête l'activité sans que ce soit un problème. Et pour autant, ça sera reproposé la prochaine fois. Moi, je vais revenir faire un focus sur un groupe de parole qui est mis en place par une éducatrice et la psychologue de l'établissement sur une unité d'enseignement pour enfants polyhandicapés. Donc, ça fait 1 an et demi que ce groupe de parole a été mis en place. Au début, l'idée, c'était de travailler sur toutes les notions d'émotion. Et petit à petit, en fait, les choses ont avancé. Aujourd'hui, ce groupe de parole, il se tient tous les lundis après-midi. Alors, on a la majorité des jeunes qui ont accès à des moyens de communication alternatifs. Donc, il y en a qui ont le pod, des tablettes avec des TD Snap. Certains, ça va être l'utilisation de Macathon.
Aujourd'hui, c'est les jeunes de ce groupe qui ont fait évoluer le projet de stand parole, puisque c'est vraiment un lieu de préoccupation de comment ils arrivent en fait sur le groupe. Et puis, ça permet vraiment d'aller chercher la parole et les besoins des jeunes. Et notamment, ça amène à devoir réinterroger les projets, les objectifs, et puis travailler seul avec la famille. Je vais donner l'exemple. On a une jeune qui pouvait voilà, dire qu'elle était mal, qu'elle se sentait pas belle. Et du coup, sur ce groupe, il y a des investigations. Et en fait, ce qu'elle demandait surtout, et elle a pu le nommer grâce à son pote, c'est d'avoir des bijoux, une nouvelle coupe de cheveux. C'est une jeune qui est dans l'âge de passage à l'adolescence et qui voulait être reconnue, voilà, qui se trouvait pas assez féminine et qui demandait à être reconnue comme une jeune fille. Donc du groupe de parole, il a fallu aussi travailler ça avec la famille. Et aujourd'hui, c'est dans les objectifs. Il y a des accompagnements de ces jeunes dans des bijouteries, dans des magasins de vêtements, et puis le lien aussi avec la famille sur cette situation. Le deuxième, là, c'est la question de l'accessibilité. Donc, on a un petit garçon de 5 ans et demi qui est accueilli sur une école maternelle. Aujourd'hui, il est capable de se déplacer avec un motilo assez facilement. Et il a ce souhait de pouvoir se déplacer avec son motilo et pas d'être dans une coque d'assises et pousser, parce qu'il veut être autonome en cours de récréation et puis sur les temps d'activité avec les autres. Donc là, il a quand même fallu réfléchir avec ergothérapeute et fabricant de matériel, puisqu'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un motilo, quand il est livré, c'est avec des toutes petites roues de roller. C'est des appareillages qui sont faits plutôt pour être à l'intérieur. Donc là, il y a toute une réflexion autour de la convection d'un motilo avec des grosses roues qui lui permettent vraiment d'être en cours de récréation et d'être au sein des autres en totale autonomie sans besoin de son AESH pour se déplacer. Donc là aussi, ça a demandé et ça demande aux équipes de se réquestionner de l'outil du matériel et puis de solliciter des ressources extérieures pour arriver à adapter aujourd'hui des moyens de déplacement pour ce jeune. Voilà un petit peu pour les exemples. Alors, on pourrait en développer davantage, mais comme je vous disais, on voulait aussi exprimer un petit peu certaines limites qu'on rencontre, nous, dans notre pratique quotidienne, puisque malgré tout, travailler au développement de l'autodétermination chez les personnes, et notamment les enfants polyhandicapés, reste complexe, notamment parce que ça reste très dépendant des capacités de communication des jeunes, ce que disait également M. Bernard ce matin. Nous, aujourd'hui, 75% de nos jeunes ont moins de 18 ans. On en a certains qui ont moins de 6 ans. Donc, par définition, ça reste aussi des enfants qui donc sont en train de développer des moyens de communication qui sont donc pas toujours fiables au moment où on accueille les jeunes. On a également quand même une évaluation des capacités de compréhension d'un certain nombre de jeunes polyhandicapés qui reste difficile. Aujourd'hui, il y a quand même peu d'outils qui permettent de manière, on va dire, fiable et précise d'évaluer les capacités réelles de compréhension de certains enfants. Ce qui amène également à des moyens de communication qui se résument des fois à du oui et du non, ce qui est déjà pour certains quand même une belle évolution ou en tout cas un progrès significatif. Pour autant, forcément, ce moyen de communication par oui ou non amène forcément des biais, notamment tout ce qui va être influence externe, c'est-à-dire que déjà quand on propose quelque chose où la réponse est soumise à un oui ou non, on a déjà un petit peu interprété certaines demandes du jeune. D'autres jeunes ont également des moyens de communication qui sont encore plus subjectifs qu'une expression claire d'un oui et un non. Ça passe par certaines manifestations, certaines mimiques du visage, des clignements d'yeux, qui sont par le fait soumis à l'interprétation des professionnels. Un professionnel qui connaît très bien le jeune va pouvoir assez facilement interpréter les réponses. Quelqu'un qui arrive sur la structure ou qui intervient de l'extérieur
aura beaucoup plus de difficultés à interpréter ce qui pourra être dit. Et puis après, c'est la question aussi de l'expression des choix complexes. On reparlait tout à l'heure des domaines de vie importants, c'est-à-dire que effectivement, enfin répondre quand on va parler avec un jeune de son orientation, si le seul moyen de communication qu'il a, c'est de répondre par oui ou par non, forcément, on va avoir beaucoup plus de mal à creuser ce qu'il cherche réellement à nous dire. Donc ça, c'était un petit peu pour les premières les limites qui existent en matière de communication. Alors pour autant, on continue de chercher à développer les outils de manière individuelle. Les nouvelles technologies nous aident et vont continuer de nous aider. Et puis quelques freins aussi plutôt externes qui nous semblaient importants de relever. En premier lieu, c'est la place des familles. Monsieur Fèvre est revenu dessus tout à l'heure en lien avec le colloque, mais alors déjà, on accompagne aussi des enfants qui, donc, par définition, sont mineurs. On a aussi des jeunes adultes dont les parents bénéficient d'habilitation familiale, donc qui sont des majeurs protégés, avec lesquels c'est pas toujours facile de travailler. On se rend compte que l'institution est parfois un petit peu en avance, entre guillemets, dans ces notions-là d'autodétermination par rapport aux familles, que ce soit par exemple en termes d'orientation. Moi, encore pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'avais en entretien une famille qui me soutenait que de toute façon, ils n'écouteraient pas, ils m'ont dit de cette façon-là, qu'ils ne tiendraient pas compte de ce qu'exprimerait leur fille en matière d'orientation, parce qu'elle n'était pas capable de faire des choix et que c'était eux qui choisiraient pour elle. Donc là, effectivement, l'autodétermination de cette jeune-là, on se rend compte qu'on va avoir un petit peu de travail. En termes d'emploi du temps aussi, on a encore un certain nombre de familles qui demandent, voire exigent que leurs enfants pratiquent telle ou telle activité, indépendamment des objectifs éducatifs qu'on peut avoir derrière. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant fasse de la balnéo, qu'il faut que l'enfant aille au poney, parce que dans la représentation qu'a la famille, c'est une activité qui leur semble intéressante. Mais on ne se questionne pas forcément sur ce qu'en pense le jeune. Et idem sur la question de la gestion du risque, par exemple. On a certains enfants qui ont certaines capacités motrices pour qui on pourrait du coup discuter avec la famille sur la mise en place de temps de marche, accompagné en autonomie. Et là encore, les familles sont un petit peu hermétiques aux discussions sur la gestion du risque, et puis, ou alors expriment clairement leur souhait de ne prendre aucun risque pour leur enfant, ce qui va un petit peu à l'encontre de ce que peut exprimer l'enfant, qui manifeste par exemple l'envie de marcher ou au moins de se déplacer avec le moyen de locomotion qui est le sien au sein de l'établissement. Et puis la dernière question, qui est là aussi relativement complexe, c'est la notion de refus de soins, de refus de rééducation. Monsieur Bernard en a parlé aussi. Là encore, et ça va renvoyer à des notions éthiques aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des jeunes qui semblent manifester leur refus de participer à certaines activités de rééducation, notamment des séances de kiné qu'ils ont tous les jours depuis 20 ans. Pour autant, c'est des soins qui sont soumis à prescription médicale. C'est des soins, quand on en échange avec le médecin ou le médecin rééducateur, qui peuvent assez rapidement, s'ils ne sont pas pratiqués, engager le pronostic vital ou au moins la qualité de vie du jeune. Donc sur ces points-là, la famille exprime très clairement sa volonté de maintenir les soins. Il n'est pas toujours évident, on va revenir sur, enfin ça fait lien avec les moyens de communication, mais d'analyser réellement ce que le jeune comprend, de ce que implique éventuellement le fait d'arrêter la kiné. Donc c'est compliqué aussi de se dire qu'on va complètement écouter sa manifestation parce qu'on n'est pas convaincu qu'il a bien entendu ce que ça pouvait impliquer. Donc voilà, là on se retrouve assez rapidement sur des questions éthiques avec des questions entre justice et soins, des questions entre qualité de vie, quantité de vie. Donc voilà, et donc ça après qui sont aussi traités à d'autres niveaux dans notre fonctionnement avec des réflexions plutôt autour d'enjeux éthiques.
voilà un petit peu ce que nous, on souhaitait présenter sur le secteur enfant. Je ne sais pas si ça suscite de votre part des questions ou des réactions, aussi bien sur les exemples qu'on a pu illustrer que sur les limites ou les freins qu'on a pu développer. Merci beaucoup, c'était vraiment riche et clair. Est-ce qu'il y a quelques questions, remarques? Je pense que l'heure n'aide pas, pas propice aux questions. Peut-être juste un des leviers qu'on essaye de poursuivre, et puis dans le cadre de la mission aussi, par rapport à ce que vous évoquiez, c'est la formation, effectivement, aux évaluations. Hein, je pense notamment à la formation chez CEP, à la formation à l'ECP, qui sont pour l'instant les évaluations de référence, effectivement, qu'il faut, je crois, vraiment poursuivre pour faciliter l'évaluation. Et puis, je vous transmettrai les documents que M. Bernard m'a d'ores et déjà transmis sur la gestion du risque, qui peuvent peut-être aussi nous aider par rapport à ces questions de refus de soins. Et peut-être, par rapport aux parents et aux freins rencontrés, se dire, en tout cas, je me dis, que plus cette question d'autodétermination sera abordée dès le plus jeune âge, avec des parents vraiment co-acteurs de l'accompagnement, plus il y aura des leviers, peut-être moins on sera confronté à ces difficultés dans les années à venir. Mais bon, voilà, c'est en tout cas ce que j'espère également. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Stéphanie, en complément de ce que vous avez évoqué sur les évaluations, je trouve aussi le point central, c'est la question aussi dans les formations de la communication alternative améliorée. Bien sûr. Ouais, je trouve évidemment. Évidemment, c'est aussi un levier à travers la mission et les formations qu'on souhaite accompagner aussi dans vos établissements. Donc, il y a des formations de 2 jours qui sont dispensées dans les différents départements, qui ont déjà eu lieu dans certains, qui vont avoir lieu dans d'autres. Si vous souhaitez mettre en place quelque chose de plus spécifique en intra-établissement, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour qu'on revoie avec vous comment on peut essayer de vous étayer, de vous soutenir dans ces réflexions-là. Et puis peut-être aussi pour compléter dans le fil de discussion, je vous ai mis aussi, puisqu'on a évoqué aussi les dispositifs d'appui à l'autodétermination, les faciliteurs. Donc je vous disais que ça va être développé sur la région, sur chacun des départements. Il y a un webinaire qu'on organise donc le 30 avril à 10h30. Je vous ai mis aussi le lien, vous pouvez copier. Voilà, qui est à destination de l'ensemble des directeurs d'établissements et services. Ce sera aussi un levier avec ces nouveaux métiers d'accompagner aussi cette autodétermination. Et puis j'en profite aussi, puisque avec l'APF, il y avait un retour sur tout ce qui est la pérédance. Il y a le projet aussi EPOP qui se déploie de façon expérimentale. Alors pas sur tous les départements pour le moment, mais sur le département de la Haute-Saône, de la Côte d'Or, pardon, et puis sur le nord de la Saône-et-Loire, sur le Grand Chalon. Donc, c'est porté par le CREAI. Voilà, il y a plusieurs réunions aussi d'information qui sont programmées, des webinaires. Vous pouvez retrouver ça aussi sur le site internet du CREAI. Et puis, on va organiser aussi avec l'ensemble des acteurs, alors pas uniquement sur le secteur du handicap, mais sur tout secteur aussi, sanitaire, médico-social, une journée régionale autour des savoirs expérientiels qui aura lieu d'ici la fin d'année, plutôt sur le mois de novembre, certainement. C'est en cours de préparation. Voilà, je vois que l'heure avance. Je vous remercie. Voilà. Oui. Je vous remercie de vos retours et de vos réponses. On a d'ailleurs 2 professionnels qui reviennent ce matin des 2 jours de formation sur le CP qui étaient fort intéressants. Et puis, on a également bénéficié de pas mal de formations sur la communication. Ça semble effectivement être essentiel. Mais je voulais juste je me permettais juste de redire ce que j'avais dit en préambule. L'idée, aujourd'hui, c'était vraiment pas de dire qu'on ne peut pas faire d'autodétermination avec les personnes polyhandicapées, mais c'était vraiment d'appuyer sur un point qui nous semble important. C'est que il y a quand même, chez la spécificité du public polyhandicapé, fait qu'il y a les réalités de terrain sont souvent différentes du développement théorique de l'autodétermination
tel qu'on a pu l'avoir, même comme M. Bernard l'a présenté, on est parfois un peu loin sur le terrain. Pour autant, ça ne veut pas dire que rien n'est fait, ça ne veut pas dire que rien n'est faisable. Vraiment, je veux insister là-dessus. Ce n'était vraiment pas le sens de notre propos ce matin. Oui, on ne l'avait pas compris comme ça, je pense. Hein. Il n'y a pas de souci. C'était bien clair. Et puis voilà, les expériences que vous menez sont très riches et inspirantes aussi pour d'autres équipes. Donc vraiment, merci pour le travail engagé. Merci à tous pour votre écoute active. Merci aux intervenants, c'était vraiment très riche. On vous fera suivre les PowerPoint. Et puis normalement, la vidéo sera disponible sur le site de l'ARS dans quelques temps. On vous préviendra notamment par la newsletter. Si certains ne sont pas enregistrés, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un petit mail pour qu'on les mette dans le mailing list. Et puis, écoutez, au plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres projets. Bon appétit à tous. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.